Ces hommes sont les chefs de la mafia les plus riches du monde. Des criminels qui n'ont pas seulement enfreint la loi, mais qui l'ont achetée. Leurs comptes bancaires contenaient non des milliards, mais leurs crimes ont laissé les villes saignantes. Cette vidéo expose comment l'argent du sang s'est transformé en îles privées, en manoirs en or et en empires rivalisant avec les gouvernements. Numéro 9. Anthony Fatoni Salerno, Simon-Siquilauni, Smoland Samit-Serrano, 600 millions de dollars. Anthony Fatoni Salerno a régné sur les rues de New York, en tant que puissant chef de la famille criminelle génovaise durant les années 1970 et 1980. Avec ses cigares emblématiques et son apparence rugueuse, Fat Tony a construit une fortune incroyable, estimée à 600 millions de dollars grâce à son empire criminel. Né à East Harlem, Salerno a gravi les échelons du crime organisé par une détermination brutale. Ses principales sources de revenus comprenaient des opérations de jeux d'argent illégales qui s'étendaient à Manhattan et au Bronx. Ces cercles de paris rapportaient dans des millions chaque mois, alors que les gens pariaient sur crâne, surtout des courses de chevaux aux matchs sportifs. Son entreprise de prêt à usure était tout aussi lucrative, les emprunteurs désespérés payant des taux d'intérêt exorbitants et faisant face à des conséquences dangereuses s'ils ne pouvaient pas rembourser. La richesse massive de Fat Tony lui a permis de vivre comme un roi. Sa résidence principale était un magnifique manoir à Miami Beach, avec des sols en marbre, des lustres en cristal et des œuvres d'art inestimables. La propriété disposait d'une immense piscine entourée de palmiers et d'un quai privé où son yacht de 90 pieds était prêt pour des voyages improvisés aux Bahamas. De retour à New York, Salerno possédait un complexe fortifié dans l'État de New York, où il organisait des fêtes légendaires pour d'autres mafieux et des fonctionnaires corrompus. Ces rassemblements proposaient la meilleure cuisine italienne préparée par des chefs personnels, du champagne à profusion et des divertissements de chanteurs célèbres qui ne posaient pas de questions sur leurs généreux hôtes. La collection de voitures de Fat Tony impressionnait même les hommes d'affaires légitimes les plus riches. Son garage abritait plusieurs Cadillacs, une Ferrari rare et une Lincoln Continental blindée avec des sièges en cuir sur mesure. Chaque véhicule était équipé de compartiments cachés pour transporter de l'argent liquide ou des armes. Malgré son passé criminel difficile, Salerno avait des goûts coûteux. Il portait des costumes sur mesure d'Italie, des montres en or massif et des bagues en diamant. Ses cigares étaient spécialement importés de Cuba à grands frais et il ne buvait que le meilleur whisky vieilli. Les forces de l'ordre ont finalement rattrapé Fat Tony en 1986 lorsqu'il a été condamné dans le célèbre procès de la commission qui visait la direction des 5 principales familles criminelles de New York. Il a passé ses dernières années en prison, loin du style de vie luxueux que sa fortune criminelle lui avait permis. Salerno est mort derrière les barreaux en 1992, mais sa réputation en tant que l'un des chefs de la mafia les plus riches et puissants de l'histoire américaine reste légendaire dans le monde criminel. Fat Tony a fait pleuvoir de l'argent dans les rues de New York, mais de l'autre côté de l'océan, un autre chef remplissait des valises d'argent sale et mettait le feu au monde souterrain de l'Europe. Numéro 8. Michel Zaza, 700 millions de dollars. Michele Zaza est passé de débuts modestes à devenir l'une des figures les plus puissantes de l'organisation criminelle italienne Camorra. Né à Naples, en Italie, Zaza a construit son empire criminel principalement grâce à des opérations de contrebande de cigarettes dans les années 770 et 80. Son réseau s'étendait à travers la Méditerranée, faisant passer des millions de cigarettes de contrebande d'Afrique du Nord vers les marchés européens. Le chef criminel italien ne s'est pas arrêté aux cigarettes. À mesure que son pouvoir grandissait, Zaza s'est diversifié dans le trafic de drogue, en particulier l'héroïne et la cocaïne. Ses entreprises ont multiplié sa richesse de manière exponentielle, amassant finalement une fortune estimée à 700 millions de dollars. Zaza vivait une vie d'extrême luxe qui correspondait à sa richesse énorme. Sa collection d'actifs comprenait 3 yachts massifs, chacun mesurant plus de 100 pieds. Le plus grand, nommé la Dolce Vita, coûtait plus de 15 millions de dollars et comportait des accessoires plaqués or dans toutes ses cabines. Sur Terre, Zaza possédait des biens immobiliers impressionnants à travers l'Europe. Sa résidence principale à Naples s'étendait sur 20 000 pieds carrés avec des sols en marbre importés de carrières rares. Il possédait également des villas de luxe sur la côte amalfitaine, un penthouse à Milan et un château sur la côte d'Azur d'une valeur d'environ 30 millions de dollars. Le chef criminel dépensait sans compter pour des adhésions à des clubs exclusifs.
Il était point membre des clubs de golf les plus prestigieux en Italie et en France, malgré le fait qu'il ne jouait que rarement à ce sport. Ces adhésions servaient principalement de lieu de rencontre pour mener des affaires avec d'autres personnes riches et puissantes. Les habitudes de dépenses de Zaza étaient en légendaires dans les cercles criminels. On rapportait qu'il dépensait 500 000 dollars en un seul week-end dans les casinos de Monte-Carlo. Sa garde-robe contenait des centaines de costumes sur mesure, chacun coûtant plus de 5 000 dollars. Le mafieux ne portait jamais la même tenue 2 fois lors de réunions importantes. La sécurité de son empire n'était pas bon marché non plus. Zaza dépensait des millions chaque année en pots de vin aux fonctionnaires et en maintenant une petite armée de gardes du corps. Son équipe de protection comprenait d'anciens soldats des forces spéciales qui recevaient dans cette CE des salaires bien supérieurs à ce que le travail de sécurité légitime pourrait payer. Malgré sa richesse et son pouvoir énorme, les activités criminelles de Zaza l'ont finalement rattrapé. Les autorités italiennes, travaillant avec des agences de police internationales, ont ciblé ses opérations tout au long des années 90. Le chef criminel a fait face à de multiples arrestations et défis juridiques, avant que son empire ne s'effondre finalement. Zaza vivait comme un roi grâce à des millions du marché noir, mais le prochain nom ne se contentait pas de chasser l'argent. Elle a versé du sang et inondé les villes de cocaïne jusqu'à ce que même les flics aient trop peur de prononcer son nom. Numéro 7. Griselda Blanco, 2 milliards de dollars. Dans le dangereux monde du trafic de drogue, peu de noms inspiraient autant de peur que Griselda Blanco. Connue sous le nom de marraine de la cocaïne, cette femme féroce a régné sur la scène de la drogue à Miami durant les années 70 et 80 d'une main de fer. Née en Colombie, Blanco a déménagé aux États-Unis et a construit un immense empire de la drogue qui lui a rapporté une fortune stupéfiante de 2 milliards de dollars. Miami est devenu le terrain de jeu de Blanco alors qu'elle contrôlait le commerce de la cocaïne avec une efficacité impitoyable. Son organisation faisait passer plus de 300 kg de cocaïne chaque mois, inondant les rues de drogue tandis que ses comptes bancaires se gonflaient de liquidités. Contrairement à d'autres chefs criminels qui restaient en discret, Blanco affichait sa richesse incroyable aux yeux de tous. La marraine de la cocaïne vivait dans plusieurs manoirs de luxe à Miami, chacun plus extravagant que le précédent. Son domaine principal comportait des sols en marbre, des lustres en cristal et des accessoires de salle de bain plaqués or. Les piscines de ses propriétés étaient conçues dans des formes spéciales, dont une construite pour ressembler à la Colombie, sa patrie. La collection de bijoux de Blanco était légendaire. Elle possédait des colliers en diamant d'une valeur de millions, des bagues en émeraude de la taille de petits cailloux et un bracelet spécial en platine pure avec son surnom gravé en diamant. Son bien le plus précieux était apparemment un pistolet incrusté de diamants qu'elle gardait avec elle en tout temps. Des voitures étaient garées dans les allées de ses propriétés, des Rolls-Royce, des Bentley et des Cadillacs sur mesure avec du verre blindé et des phares compartiments cachés. Chaque véhicule était peint dans des couleurs vives et comportait des plaques d'immatriculation personnalisées. Blanco conduisait rarement elle-même, préférant être chauffeur à travers Miami dans ses véhicules de luxe. Les habitudes de dépenses de la reine de la drogue étaient excessives. Elle a une fois organisé une fête d'anniversaire pour son fils qui a coûté plus d'1 million de dollars, faisant venir des artistes du monde entier. Blanco a acheté une île privée aux Bahamas juste pour des escapades de week-end et possédait une flotte de hors-bord pour des évasions rapides si nécessaire. Ses placards débordaient de vêtements de créateurs qui avaient souvent encore des étiquettes de prix attachées. De nombreux articles n'étaient portés qu'une seule fois avant d'être jetés. Blanco employait des acheteurs personnels qui fermaient en des magasins haut de gamme entiers juste pour qu'elle puisse faire ses emplettes en privé. Malgré toute cette richesse et ce pouvoir, l'empire de Blanco s'est finalement effondré. Après des années de violence et de trafic de drogue, les forces de l'ordre ont finalement rattrapé la marraine de la cocaïne. La marraine de la cocaïne a écrasé Miami sous ses talons, mais le prochain homme a construit des tunnels, acheté des villes et déplacé des montagnes de drogue sans sourciller. Numéro 6. Joaquín El Chapo Guzmán, 1 milliard de dollars. Joaquín El Chapo Guzmán, 1 milliard de dollars. Joaquín El Chapo Guzmán a régné sur le cartel de Sinaloa d'une main de fer, construisant un empire de la drogue d'une valeur stupéfiante d'1 milliard de dollars. Mesurant seulement 1,68 m, son surnom El Chapo, signifiant petit, ne l'a pas empêché de devenir l'un des chefs criminels les plus redoutés et les plus riches de l'histoire. Les affaires d'El Chapo se sont étendues à travers le monde comme une toile d'araignée.
Le cartel de Sinaloa faisait passer d'énormes quantités de drogue, de cocaïne, d'héroïne, de marijuana et de méthamphétamine d'Amérique du Sud vers les États-Unis. À l'apogée de son pouvoir, l'organisation d'El Chapo contrôlait le trafic de drogue dans presque la moitié du Mexique. La vie d'un seigneur de la drogue milliardaire était synonyme de luxe incroyable. El Chapo possédait une collection de jets privés pour des voyages rapides entre ses nombreux refuges. Son portefeuille immobilier comprenait des maisons de plage, des retraites en montagne et des manoirs urbains répartis à travers le Mexique. Chaque propriété était dotée de fenêtres blindées, de tunnels d'évasion et des derniers systèmes de sécurité que l'argent pouvait acheter. La collection de voitures du roi de la drogue ferait tomber la mâchoire à quiconque. Des SUV blindés, des voitures de sport sur mesure et des classiques vintage remplissaient ses garages. L'un de ses favoris était apparemment un pistolet incrusté de diamants qui affichait son goût extravagant. El Chapo ne lésinait pas sur les dépenses pour les objets personnels non plus. Sa garde-robe contenait des vêtements de créateurs, des montres rares et des chaussures sur mesure. Le chef criminel voyageait avec une escorte de garde du corps et organisait souvent des fêtes somptueuses où les invités savouraient peu les meilleurs plats et boissons. L'argent coulait à flot à travers les opérations du cartel. Des millions étaient destinés à soudoyer des fonctionnaires gouvernementaux, des policiers et des gardiens de prison. Ces pots de vin ont aidé El Chapo à s'échapper de prison de haute sécurité à 2 reprises, une fois dans un chariot de linge et plus tard à travers un système de tunnels élaboré qui a coûté des millions à construire. Malgré toute sa richesse, l'empire d'El Chapo s'est finalement effondré. Après sa capture finale en 2016, il a été extradé aux États-Unis et condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 ans. Le gouvernement mexicain a saisi de nombreux actifs, bien que des rumeurs persistent selon lesquelles des milliards restent cachés. El Chapo s'est évadé de prison comme si de rien n'était, mais le prochain chef n'avait pas besoin de fuir. Il se prélassait dans des manoirs ornés d'or pendant que le marché boursier engraissait ses poches. Numéro 5. Susumu Ishii, 1 milliard de dollars. Dans le monde ombragé du crime organisé, Susumu Ishii se distinguait comme un chef de la mafia d'un genre différent. En tant que chef du groupe Yakuza Inagawa Kai du Japon durant les années 1980, Ishii a transformé l'organisation criminelle traditionnelle en quelque chose qui ressemblait davantage à un empire commercial. Contrairement à d'autres chefs criminels qui s'en tenaient aux activités illégales à l'ancienne, Ishii avait des plans plus ambitieux. Il a profité de l'économie florissante du Japon dans les années 1980, connue sous le nom d'économie bulle, et a plongé tête première dans des investissements légitimes. Le leader Yakuza a investi de l'argent dans le marché boursier et a acheté des biens immobiliers précieux à travers le Japon lorsque les prix de l'immobilier explosaient. La richesse d'Ishii lui a permis de vivre dans un luxe incroyable. Il possédait plusieurs manoirs dans les quartiers les plus chers de Tokyo où une seule propriété pouvait coûter plus que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Sa maison principale comportait des jardins japonais traditionnels, des œuvres d'art rares et des pièces conçues spécifiquement pour la cérémonie du thé, alliant tradition ancienne et richesse énorme. Le chef Yakuza ne s'est pas arrêté aux frontières japonaises. Il a acheté des maisons de vacances à Hawaï et en Californie, ainsi qu'une collection d'îles privées dans le Pacifique, où il divertissait des partenaires commerciaux et des relations politiques. Ces biens immobiliers, à eux seuls, étaient estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Le portefeuille d'investissement d'Ishii incluait des participations majeures dans certaines des plus grandes entreprises du Japon. Il possédait des actions dans des banques, des entreprises de fabrication et des entreprises de divertissement. Le chef de la mafia a même investi massivement dans des terrains de golf, à une époque où les adhésions à des clubs de golf au Japon pouvaient en coûter des centaines de milliers de dollars. Sa collection d'objets de luxe était tout aussi impressionnante. Ishii maintenait une flotte de limousines, sur mesure, de voitures de sport rares et même un jet privé pour les voyages internationaux. Sa garde-robe était composée de costumes sur mesure provenant des meilleures boutiques de Tokyo et de Londres. Ce qui rendait Ishii unique parmi les chefs criminels était sa capacité à naviguer entre deux mondes. Il maintenait la structure de pouvoir traditionnelle Yakuza basée sur la loyauté et l'intimidation, tout en établissant simultanément des relations avec des chefs d'entreprise légitimes et des politiciens. Cette approche double a aidé sa fortune à croître jusqu'à 1 milliard de dollars estimé. Ishii a transformé le crime en affaires et les affaires en or.
Mais le prochain nom a transformé des bars clandestins en usines à cash et a régné sur Chicago comme si c'était son jardin. Numéro 4. Al Capone, 1,3 milliard de dollars ajustés. Les rues de Chicago se sont transformées pendant l'ère de la Prohibition dans les années 20-12, et un homme était au centre de ce changement, Alphonse Gabriel Capone. Connu simplement sous le nom d'Al Capone ou Scarface, ce gangster notoire a construit un empire d'une valeur estimée à 1,3 milliard de dollars en monnaie actuelle grâce à la contrebande, aux jeux et à d'autres activités illégales. Lorsque l'alcool est devenu illégal à travers l'Amérique, Capone a vu une opportunité là où d'autres voyaient dans des restrictions. Il a établi un vaste réseau de contrebande qui faisait passer de l'alcool du Canada et exploitait d'innombrables speakeasies à Chicago. Son organisation contrôlait environ 10 000 speakeasies et rapportait environ 100 millions de dollars par an, soit environ 1,4 milliard de dollars en monnaie moderne. La richesse de Capone lui a permis de vivre comme un roi à une époque où la plupart des Américains luttaient pendant la Grande Dépression. Sa résidence principale, un vaste manoir sur Palm Island à Miami Beach, comportait 7 chambres, une grande piscine et une plage privée. La propriété servait à la fois de maison de luxe et de forteresse, avec des murs assez épais pour arrêter les balles et des passages secrets pour des évasions rapides, si nécessaire. De retour à Chicago, Capone maintenait plusieurs propriétés, y compris une suite à l'hôtel Lexington qui fonctionnait comme son quartier général. La suite contenait plusieurs pièces pour des réunions, des divertissements et des opérations commerciales, des vitres pare-balles ornées par les fenêtres et des gardes armés patrouillaient en tas constamment dans les couloirs. Sa collection de véhicules reflétait son goût extravagant et son besoin de sécurité. Capone possédait une flotte de Cadillac sur mesure avec un blindage, des vitres pare-balles et des compartiments cachés pour des armes. Sa voiture personnelle, une Cadillac V8 Town Sedan de 1928, était peinte en vert et noir pour ressembler aux véhicules de police de l'époque. La garde-robe du gangster démontrait son goût pour le luxe. Il possédait des dizaines de costumes sur mesure de différentes couleurs, des cravates en soie importées d'Italie et des accessoires ornés de diamants. Capone aurait dépensé 500 $ pour des costumes alors que l'Américain moyen gagnait moins de 1 000 $ par an. Le divertissement coûtait cher aux parrains. Il organisait des fêtes somptueuses avec les meilleurs musiciens de l'époque, de la nourriture coûteuse et des fournitures illimitées d'alcool illégal. Ces rassemblements servaient deux objectifs, mettant en valeur sa richesse tout en établissant des liens avec des politiciens et des responsables de la police qu'il soudoyait régulièrement. Malgré ses activités criminelles, Capone cultivait une image publique de figure généreuse de la communauté. Pendant la dépression, il ouvrit des soupes populaires qui nourrissaient des milliers de Chicagoans affamés chaque jour. Ce travail caritatif, combiné à sa personnalité charismatique, lui a valu une étrange forme d'admiration publique, même si la violence de son gang terrorisait la ville. Capone faisait la fête pendant la Prohibition comme si demain n'arriverait jamais. Mais le prochain patron est resté caché pendant des décennies, construisant une fortune si grande que même la police a perdu sa trace. Numéro 3. Matteo Messina Denaro, 4 milliards d'euros. La campagne sicilienne cachait plus que de simples oliveraies et vignobles. Pendant des décennies, elle a dissimulé l'un des hommes les plus dangereux d'Italie, Matteo Messina Denaro. Connu sous le nom de Diabolique, d'après un personnage de bande dessinée italien, ce parrain régnait sur la mafia sicilienne d'une main de fer et d'une montagne de liquidités. Né dans la petite ville de Castelvetrano, Denaro a grandi à l'ombre du crime organisé. Son père était un puissant mafioso, et le fils a rapidement suivi ses traces. Dans la vingtaine, Denaro avait déjà acquis une réputation de tueur impitoyable. La police italienne l'a lié à des dizaines de meurtres, y compris les meurtres brutaux de gangsters rivaux, de juges et de passants innocents. En 1993, Denaro a joué un rôle clé dans plusieurs attentats à la bombe à travers l'Italie. Ces attaques visaient des galeries d'art et des églises à Rome, Florence et Milan, tuant 10 personnes et endommageant des bâtiments historiques. Ces attentats faisaient partie de la guerre de la mafia contre le gouvernement italien. Alors qu'il était en fuite, De Niro a construit un empire d'une valeur estimée à 4 milliards d'euros. Sa richesse provenait à la fois des activités mafieuses traditionnelles et des entreprises légitimes. Il contrôlait des entreprises de construction, des parcs éoliens, des supermarchés et des stations balnéaires à travers la Sicile. Le parrain avait ses doigts dans tout, du trafic de drogue à la production d'huile d'olive. Le style de vie de Niro correspondait à sa fortune massive. Il possédait une collection de Porsche et de Ferrari,
chacune valant des centaines de milliers d'euros. Ces biens immobiliers comprenaient un temps des villas en bord de mer en Sicile, des appartements de luxe à Rome et un complexe secret près de sa ville natale. L'une de ces maisons comportait des accessoires de salle de bain en or, des meubles anciens et des œuvres d'art inestimables. Le parrain avait un goût coûteux pour tout. Son placard contenait des costumes faits à la main par les meilleurs tailleurs de Milan, chacun coûtant des milliers d'euros. Il portait des montres Rolex et des lunettes de soleil de créateurs. Des reçus trouvés après sa capture ont montré qu'il dépensait 700 euros pour des dîners uniques et collectionnait des vins rares valant plus que la plupart des voitures. Pendant 30 ans, De Niro a réussi à rester un pas devant la loi. Il communiquait par des notes manuscrites à l'ancienne appelées pizzini plutôt qu'en utilisant des téléphones qui pouvaient en être écoutés. Le parrain a subi une chirurgie plastique pour changer son apparence et a utilisé de fausses identités pour se déplacer. La longue chasse à l'homme a finalement pris fin en janvier 2023 lorsque la police a arrêté le De Niro de 60 ans dans une clinique de cancer à Palerme. Malgré ses milliards, le parrain n'a pas pu échapper à la maladie ou à la justice. Les autorités italiennes continuent de rechercher ses actifs cachés, croyant qu'une grande partie de sa fortune reste enterrée dans des lieux secrets à travers la Sicile. Denaro a disparu dans la nature alors que des milliards s'accumulaient, mais l'homme suivant a fait de l'argent bruyamment, inondant l'Europe de drogue et organisant des fêtes qui ressemblaient à des scènes de films. Numéro 2. Darko Saric, 27 milliards de dollars. Au cœur des ombres du monde criminel, le baron de la drogue serbe Darko Saric a construit un empire que peu pouvaient même rêver. Avec une fortune incroyable de 27 milliards de dollars, Saric se classait parmi les chefs de crime les plus riches de la planète. Son argent provenait du transport de quantités massives de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe, créant un pipeline de drogue qui coulait avec des liquidités. Saric n'avait pas seulement de l'argent, il l'exhibait. Sa collection de maisons réparties dans plusieurs pays ressemblait plus à des stations balnéaires de luxe qu'à des maisons. Au Monténégro, son manoir en bord de mer comportait des plages privées et des hélicoptères. Son penthouse à Belgrade offrait une vue panoramique sur la ville grâce à des fenêtres du sol au plafond. Chaque propriété était équipée de piscines, de salles de cinéma et de collections d'art valant des millions. La collection de voitures du roi serbe ferait envie à n'importe quel milliardaire. Des rangées de Lamborghini, Ferrari et Rolls-Royce sur mesure remplissaient ses garages. L'un de ses préférés, une Bentley par balle d'une valeur de plus de 500 000 $, le transportait souvent entre les réunions. Pour les voyages plus longs, Saric préférait son jet privé ou son yacht de 100 pieds, amarré en Méditerranée. La mode jouait un grand rôle dans l'image de Saric. Ses placards débordépendants de costumes italiens, faits à la main, chacun coûtant des milliers de dollars. Des montres incrustées de diamants ornant ses poignets, certaines pièces de sa collection étant évaluées à plus d'1 million de dollars chacune. Les fêtes dans les maisons de charrette devenaient des événements légendaires où le champagne ne cessait jamais de couler. Les meilleurs chefs préparaient en gros des repas pendant que des musiciens célèbres se produisaient pour les invités. Ces rassemblements servaient à 2 objectifs: montrer sa richesse extrême et se connecter avec des amis puissants qui l'aidèrent à protéger son entreprise. Derrière ce style de vie glamour, Saric dirigeait son opération comme un PDG. Il employait des centaines de personnes à travers l'Europe et l'Amérique du Sud. Son réseau comprenait des fonctionnaires corrompus, des capitaines de bateaux et des dealers de rue qui jouaient tout leur rôle dans le transport de drogues et d'argent. Le règne du Serbe au sommet n'a pas duré éternellement. Les agences d'application de la loi de plusieurs pays ont travaillé ensemble pour faire tomber son empire. En 2014, Saric a été arrêté et une grande partie de sa fortune a été saisie. L'homme qui avait autrefois 27 milliards de dollars s'est retrouvé derrière les barreaux, échangeant son manoir contre une cellule de prison et ses costumes de créateur contre un uniforme de prison. Saric vivait comme une superstar avec de l'argent débordant de tous les coins, mais le dernier patron ne voulait pas seulement de l'argent. Il a conquis des villes, écrasé des entreprises et enterré ses ennemis sous des montagnes de liquidités. Numéro 1. Francesco Schiavone, 47 milliards de dollars. Dans le monde ombragé du crime organisé, peu de figures commandaient autant de pouvoir et de richesse que Francesco Schiavone. Connu sous le nom de Sandokan, Schiavone régnait sur le tristement célèbre clan Casalisi d'une main de fer depuis leur base dans la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. Le clan Casalisi a construit un empire d'une valeur estimée à 47 milliards de dollars grâce à un réseau d'entreprises qui semblaient normales en surface.
Il contrôlait dans d'énormes portions de l'industrie de la construction à travers l'Italie, remportant des contrats pour des autoroutes, des immeubles d'appartements et des centres commerciaux. Lorsqu'un nouveau bâtiment était érigé sur leur territoire, le clan était payé. La gestion des déchets est devenue une autre mine d'or pour l'organisation de Schiavone. Le clan a gagné des milliards en déversant illégalement des déchets toxiques dans des champs et des cours d'eau à travers le sud de l'Italie. Des entreprises payaient à la mafia pour se débarrasser de matériaux dangereux à bas prix, tandis que le clan empochait l'argent sans dépenser pour une élimination appropriée. Aucun commerce sur leur territoire n'échappait à l'emprise du clan. Les propriétaires de magasins, les gérants de restaurants et les entreprises locales payaient tous de l'argent de protection pour éviter des problèmes. Ce flux constant de liquidités provenant de milliers d'entreprises ajoutait des millions à leur fortune chaque mois. Schiavone vivait comme un roi avec des maisons qui ressemblaient à des palais. Son complexe principal comportait des sols en marbre, des accessoires en or et des œuvres d'art inestimables volées dans des musées. La propriété comprenait des piscines, des cours de tennis et même un zoo privé avec des animaux exotiques du monde entier. Sa collection de voitures ferait envie à n'importe quel milliardaire. Des dizaines de Ferrari, de Lamborghini et de classiques vintage d'une valeur de millions étaient contogarés dans des garages climatisés. Chaque véhicule était blindé et modifié avec des compartiments cachés pour des armes ou de l'argent. Le clan a également beaucoup investi dans des entreprises légitimes. Il possédait des hôtels de luxe le long de la côte italienne, des restaurants haut de gamme dans les grandes villes et des boîtes de nuit exclusives où les célébrités faisaient voir la fête. Ces entreprises les aidaient à blanchir leur argent sale tout en étendant leur influence. Le style personnel de Schiavone correspondait à sa richesse massive. Il portait des costumes sur mesure coûtant des milliers, des montres suisses couvertes de diamants et des chaussures fabriquées par les meilleurs artisans en cuir d'Italie. Ces fêtes devenaient fort légendaires avec des chanteurs célèbres venus pour des performances privées et des fournitures infinies du champagne le plus cher au monde. Malgré toute cette richesse, l'empire de Schiavone a finalement sombré. Après des années sur la liste des personnes les plus recherchées d'Italie, il a été enfin capturé en 1998. L'homme qui contrôlait autrefois des milliards passe maintenant ses journées dans une petite cellule de prison, une chute dramatique pour l'un des chefs de crime les plus riches de l'histoire.